Bonjour à tous, à toutes. Soyez la bienvenue à notre réunion de réunion publique pour un moment de partage, d'expérience et surtout un moment d'échange et qu'on puisse répondre un peu à toutes vos questions. Nous tenons à remercier la mairie d'Algrange qui nous a accueillis, dont Monsieur le maire Patrick Perron qui nous fait l'honneur d'être parmi nous, de nous accueillir dans sa commune. Et surtout, nous remercions aussi les élus du CCAS qui nous ont aidés à réaliser l'aide qu'ils nous ont apportée pour que cette réunion se fasse. Et aussi l'association des Dames du Cœur qui ont répondu présent à notre invitation. Donc, Monsieur le maire, si vous voulez dire quelques mots. Monsieur le maire de dire quelques mots. Hein. C'est comme ça, c'est une tradition. Enfin, d'abord, je souhaite à toutes et à tous, bien sûr, la bienvenue dans cette salle qui porte un nom particulier, mais qui va bien avec le thème de ce soir, c'est la salle Ambroise-Croizat. C'est le ministre qui avait mis en place, je ne dis pas créé, mis en place la sécurité sociale, parce que la sécurité sociale, je ne vais pas vous faire l'histoire, mais vous savez d'où ça vient, le Conseil national de la résistance. Et cette sécurité sociale qui est bien utile depuis sa création pour soigner les gens malades et puis bien utile encore aujourd'hui pour le sujet qui nous préoccupe, hein, le cancer du sein. Quand on m'a parlé de cette soirée, bien entendu, j'ai dit oui. Josiane, qui est une amie avec mon copain et mon camarade Jean-Michel, hein, on est des syndicalistes aussi. Et donc, évidemment, cette soirée, elle était bienvenue. D'autant que sur Algrange, on a bien sûr plusieurs manifestations qui viennent en solidarité avec la recherche sur le cancer et on aide, enfin, les associations aident financièrement la Ligue contre le cancer. On a bien sûr Marcher et Courir qui, il y a quelques jours, on a fait cette marche solidaire. Et puis on a aussi nos amis motards qui, Une rose, un espoir, tous les ans battent des records de sommes récoltées avec ces roses. Je crois que cette année, on devait être à 140 000 €, un truc comme ça. J'ai plus le chiffre exact en tête. Mais c'est né d'une initiative d'un monsieur, le président de cette association, qui demeure à Algrange et qui a perdu sa sœur. Mais cette maladie a emporté, tous ici, vous devez le savoir, des parents, des amis autour de nous. Et donc, c'est quelque chose de très sérieux. Et donc, j'espère que ce soir, on n'aura pas des réponses, bien entendu, mais en tout cas un échange pour mieux comprendre les mécanismes. Et surtout, je crois que tout tourne autour de la prévention dans cette maladie-là. Et on aura sans doute des éléments qui nous manquent certainement à toutes et à tous pour pouvoir prévenir et guérir, parce que c'est possible, de cette maladie. Donc voilà, moi, c'est quelques mots pour vous laisser derrière la parole. Et puis, on aura des échanges, j'espère, fructueux et nombreux dans la salle. Et puis, avec vous, messieurs les docteurs et mesdames, parce que j'ai quand même pris la précaution de regarder qui était docteur, qui ne l'était pas. Mais en tout cas, j'espère que vous apporterez aussi votre éclairage et votre expérience sur le sujet qui est traité ce soir. Donc voilà, Josiane, merci à vous d'être venue ici dans cette ville d'Algrange pour pouvoir organiser cette soirée importante. Voilà, merci. Merci, Monsieur le maire. Donc, le cancer du sein, c'est la première cause de décès chez la femme. Donc, je vais vous donner quelques chiffres. Donc, 61 214 nouveaux cas de cancer du sein,
par an et 12 146 décès par an. Donc, c'est trop et c'est beaucoup trop. Donc, c'est vraiment un enjeu de santé publique. C'est pour ça que nous organisons des réunions publiques, justement, pour informer et sensibiliser toutes les femmes qui travaillent de nuit qu'il y a vraiment un lien entre le travail de nuit et le cancer du sein. Et par notre action, nous demandons que le cancer du sein soit reconnu comme maladie professionnelle. Et en plus, nous demandons à long terme, enfin moyen terme ou long terme, la création d'un tableau que je vous expliquerai un peu plus tard. Donc, je vais vous expliquer quand même comment a commencé notre action. Donc, mon nom, c'est Josiane Clavelin. Donc, aujourd'hui, on dirait que je suis lanceuse d'alerte. Alors, c'est une action qui est partie du terrain. C'est dans les années 1990 à 2000, je travaillais dans le service de pédiatrie et en réanimation à l'hôpital de Frémin-Merlebach, c'est l'hôpital des Mines. Et dans mon service, il y avait 10 personnes qui ont eu un cancer du sein. Alors, je me suis dit, mais c'est pas possible. Quelle est la cause et pourquoi? Pourquoi dans les deux mêmes services? C'est pas possible. Il faut. Et j'ai eu plein de questions et sans réponse. Et je me suis dit, c'est pas possible. C'était affolant, flippant même. Donc, je me suis dit, comme j'étais élue au CHSCT, que j'allais me renseigner, essayer de me renseigner et leur apporter des réponses. Donc, j'ai eu de la chance parce que chez nous, à Frémin-Merlebach, on a une équipe ATMP, accident de travail et maladie professionnelle, mineurs. Donc, c'est des personnes qui tiennent des permanences, des anciens mineurs qui tiennent des permanences et qui accueillent des anciens mineurs, leurs veuves aujourd'hui, et qui montent des dossiers de demande de reconnaissance de maladies professionnelles liées à leur travail, bien sûr. Donc, je vais juste faire une petite parenthèse pour qu'on puisse un peu mieux comprendre. C'est que toutes les maladies professionnelles sont reconnues, je dis bien, sont répertoriées par tableau dans le livre de l'INRS. Donc, je donne un exemple. Un mineur qui a une maladie due à son travail, la silicose. Donc, c'est sur le tableau 25. Et s'il coche les cases, il est reconnu comme maladie professionnelle. Bon, c'est un raccourci que je fais. Hein. Il y a des investigations à faire, ce n'est pas aussi simple. Et la différence, c'est que le cancer du sein, c'est une maladie hors tableau. Il n'existe pas de tableau. Donc, c'est pour ça que nous demandons un tableau. Aujourd'hui, la personne qui est malade, elle est obligée de prouver, de démontrer le lien entre son travail et son cancer du sein. Donc, c'est très compliqué. Donc, là, c'était à l'époque, hein, je dis bien, c'est en 2000, il n'y avait pas d'études, donc on ne pouvait rien faire. On s'est dit, on ne peut pas avancer, on ne peut rien faire. Ce n'est qu'en 2007 où il y a une étude, le CIRC, c'est le Centre de recherche cancer, international de recherche sur le cancer, qui sort une étude et qui dit que le cancer, le travail de nuit et le travail posté sont classés cancérigènes 2A. On suivi plein d'études, le CIRC, l'INSERM, l'ANSES ont sorti des études. Donc, ils ont toutes mis en avant le travail de nuit, c'est des facteurs de risque, travail de nuit, l'exposition au rayonnement et l'oxyde d'éthylène. Donc, là, j'ai eu ma réponse. J'ai dit, bah oui, le personnel soignant, il fait les 3 postes, matin, midi, nuit. Et à la fin, on faisait même des postes de 10 heures. On était exposé au rayonnement. Je vous explique. J'ai un coup de soif là. En pédiatrie, toutes les urgences, pédiatrie, réanimation, ne passent pas par un service d'urgence. Ils viennent directement dans le service pédiatrie et réanimation. Donc, quand il y avait une admission, elles vont direct dans le service. Je parle pour la pédiatrie. Quand on faisait appel au manipulateur radio, parce que la radiographie fait partie d'un bilan d'admission, donc on l'appelait, il venait avec son appareil mobile dans le service pour faire sa radio. Quand l'enfant était calme, on se mettait vite derrière la porte, mais quand l'enfant bougeait, qu'est-ce qu'on était obligé de faire? On était obligé de le tenir
de le bloquer pour que la radio soit lisible, hein. Il est même arrivé que le personnel soignant tenait l'enfant et mettait la plaque entre elle et l'enfant. Donc, donc là, on s'est dit, voilà, on a tout, on peut y aller, on a ce qu'il faut, on va. Et c'est là on s'est entouré on a fait travailler notre réseau, on s'est entouré de médecins, dont M. Lucien Privé, Jacques Darmon, d'un épidémiologiste aussi, d'un ingénieur en nucléaire, non, en radioprotection, pardon, et de santé sociaux, 54, 57, 67 et 68, en plus des représentants de Air France, qui aussi sont ils sont aussi exposés au rayonnement cosmique, et nucléaire. Donc voilà. Et là, nous avons créé un comité de pilotage et nous avons travaillé sur un questionnaire qu'on a mis, que vous pourrez vous servir après, un questionnaire où on reprend les questions professionnelles et extra-professionnelles. Et nous avons le flyer que vous trouverez là qui parle justement que le cancer du sein peut être d'origine professionnelle. Suite à ça, on a distribué donc le flyer et le questionnaire dans les hôpitaux de Moselle-Est et de Strasbourg. Et après, moi, de mon côté, j'ai rappelé toutes mes collègues de travail et je leur ai dit, bah, écoute, on a peut-être possibilité de faire quelque chose. On les a réunis autour d'un café. On a fait un café Klatch en présence du docteur Lucien Privé. Et donc voilà, elles étaient partantes. Malheureusement, 2019-2020, il y a eu le Covid, donc ça nous a freiné dans notre lancée. Et le premier dossier est parti de demande de reconnaissance de maladie professionnelle est parti en 2021. Hein, c'est ça, 2000, ouais, voilà. Donc voilà, c'est comme ça qu'a commencé notre action. C'est vraiment c'est du terrain, et puis c'était pas d'hier, hein, ça a duré des années. Donc j'ai passé la parole à docteur Lucien Privé. Merci pour votre écoute. Oui, ça marche. C'est bon? Vous m'entendez? Bon. Image, voilà. Alors, je vais vous donner quelques éléments. Je ne vais pas être trop long. Et puis, ça pourra peut-être susciter des questions. Alors, en élément préliminaire, il faut rappeler que dans l'action qu'a rappelé si bien et très bien expliqué Josiane, on a donc lancé, on a formé les gens, on a mis en place les questionnaires, les fiches de risque et le matériel, et un miracle s'est produit. Non, je ne crois pas au miracle. C'est une façon de parler, hein. Voilà. Une infirmière de l'hôpital de Sarreguemines a été reconnue pour un cancer du sein. C'était pas pensable au départ. On ne savait pas où on mettait les pieds. Alors, il se trouve que c'était pas mal parce que on n'était pas dans le privé, mais dans le public. Et que les circuits ne sont pas les mêmes. Et je crois que dans le public, dans le privé, on a affaire à une sorte de collège de 3 médecins. Hein, autrefois, quand il y avait des problèmes de silicose, il y avait le collège des 3 médecins. C'était les censeurs. Et maintenant, ça s'appelle le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par contre, dans le public, c'est un expert. Alors, si on tombe sur le bon expert, eh ben, c'est Bonco. Alors, elle est reconnue et, si vous voulez, on fait une conférence de presse où, comme d'habitude, on se dit, ben, il va y avoir les médias locaux, hein, les journaux, puis les petites télés locales. Et il s'est produit un événement inimaginable, c'est que ça a été retransmis au niveau national et que finalement, pratiquement tous les journaux nationaux
les grandes télés se sont emparées et ont fait comme on dit, ils ont fait le buzz. Voilà. Alors cette nouvelle, vous voyez, ça va de Libération, qui est un journal plutôt social, à Capital, qui est un journal plutôt capitalistique. Voilà. Alors, à cette époque, on pensait qu'on était les premiers puisqu'on n'avait pas d'informations, mais nous sommes maintenant un peu plus humbles puisque il y avait eu 4 cas reconnus avant cette dame dans le privé. Donc, une personne due au rayonnement ionisant, hein, Josiane a retracé les 3 principaux facteurs de risque qui ont été reconnus par les institutions, mais on verra tout à l'heure qu'on se pose des questions sur d'autres facteurs, mais qui ne sont pas encore bien documentés. Donc, on a 2 cas donc, qui étaient des rayonnements ionisants, un cas qui était l'oxyde d'éthylène, et un autre cas qui était le travail de nuit, et même il avait mis les antimitotiques, c'était donc des médicaments contre les cancers. Donc, il faut rappeler que dans le secteur privé, le dossier est soumis à l'avis du CDRMP, donc je vais vous parler, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Et donc, comme l'expliquait Josiane, il n'y a pas de tableau, donc il n'y a pas de règles, et il faut prouver un lien direct et essentiel pour dire que c'est dû au travail. Alors, quand vous ouvrez vos télés, hein, notamment à la période d'octobre, il y a plein d'émissions sur le cancer du sein. Alors, on vous décline tous les cancers, tous les facteurs qui peuvent, mais à aucun moment on ne parle des facteurs professionnels. Et par exemple, il y a quelques jours, j'étais là en train de boire mon café le matin devant ma télé, et il y avait le docteur Millot qui, vous avez entendu parler du docteur Millot, je ne sais plus sur quelle chaîne elle travaille. Quoi? Non, je ne sais pas. Elle parle du cancer du sein, mais à aucun moment elle a évoqué tous les facteurs extra-professionnels, mais à aucun moment elle n'a parlé des facteurs professionnels. Alors, depuis qu'il y a eu cet événement médiatique et que nous, on a poursuivi notre action, les demandes se sont multipliées avec bonne ou mauvaise fortune. Alors, par exemple, dans le domaine privé, nous avons 16 décisions de CDRMP. Sur les 16, il n'y en a que 6 qui sont positifs. Et il y en a 10 qui sont négatifs. Donc vous voyez que la partie n'est pas gagnée. Alors les facteurs de risque que reprennent les CDRMP, c'est le travail de nuit, les rayonnements ionisants, l'oxyde d'éthylène, mais il y en a un certain nombre qui parlent aussi des antimitotiques. Alors, on a mené l'action aussi sur le public, et pour le moment, je n'ai pas de chiffres, mais j'ai demandé à Brigitte qu'on ait un peu une idée, sachant que le circuit n'est pas du tout le même. Alors, la partie n'est pas gagnée. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. C'est un travail un peu de fourmi qu'on fait, car c'est quoi la partie gagnée? C'est qu'il y a création d'un tableau où il y aura la maladie, le temps d'exposition, le temps plausible entre la fin de l'exposition et la survenue du cancer, et quels travaux vont donner éligible. Alors, actuellement, l'ANSES a été saisi pour faire le point, puisque le dernier point date de, je ne sais plus de quand, de 2016, 2008, dans ces années-là. Donc, faire le point sur les nouvelles études, notamment. Il faut savoir que la reconnaissance interviendra si le mouvement social est capable de dire « Attendez, au cas par cas, on a reconnu tant de cas ». Plus on aura reconnu de cas, au cas par cas de
de cas de cancer du sein, plus ça fera pression sur la commission qui est chargée de faire évoluer les tableaux des maladies professionnelles. Mais il ne faut pas seulement gagner au tirage, il faut aussi gagner au grattage. Pourquoi? Eh bien, écoutez, on a une bonne nouvelle aujourd'hui, où dans le régime de la sécurité sociale minière, une des deux personnes qui a été reconnue à la suite de l'infirmière du public, eh bien, elle a eu 67%. Mais à la caisse de Metz, une autre personne, elle a eu 8%. Vous vous rendez compte? 8%. Ça veut dire je vous file quelques milliers d'euros et dégagez. 8%, ça ne donne pas plusieurs milliers. Hein. Non, si. 8%, ça donne 4-5 000 euros. Je sais pas, il y a une correspondance. Si, plusieurs milliers. Alors, il faut savoir que dans le système où ce n'est pas dans un tableau, on doit au départ décider que le taux prévisible est au moins 25%. Donc vous voyez, alors je n'ai pas encore eu entre les mains le compte-rendu de la caisse, mais voilà. Donc notre objectif pour les cancers du sein, analogue aux cancers qui sont prévus dans les barèmes, comme le poumon, les leucémies, le minimum, c'est 67%. Alors, le cancer du sein, c'est une maladie multifactorielle. Bon, Josiane a donné quelques chiffres. Alors, j'ai arrondi. Donc, ça fait 60 000 nouveaux cas de cancer par an, donc 12 000 décès, sachant quand même qu'on survit au cancer du sein, puisque la survie à 5 ans, 87% des gens sont encore en vie après 5 ans. Alors, il y a une étude qui a dit qu'en France, il n'y avait que 1000 cas par an attribuables à l'exposition professionnelle. À mon avis, cette estimation est basse, puisque je pense qu'on n'a pas fait beaucoup d'études, il manque des études, et je pense qu'on pourrait revoir à la hausse dans les années à venir. Le problème qu'on va avoir avec le cancer du sein, c'est la part entre les facteurs professionnels et les facteurs extra-professionnels. Ça va être la principale difficulté. Alors, dans le cadre de notre action, donc on demande aux gens de remplir le questionnaire et après, avec eux, ou eux tout seuls, mais le mieux que ce soit avec nous, on établit une fiche de risque. Dans cette fiche de risque, on liste les facteurs extra-professionnels que la personne peut présenter et les facteurs professionnels auxquels la personne a été exposée, et on fait la balance. Hein. Alors, on va retenir au départ que les dossiers où les facteurs professionnels sont solides et où les facteurs extra-professionnels n'ont pas d'incidence. Mais vous comprenez que c'est un peu subjectif, quoi. Alors, au début, on était prudent, maintenant on est un peu moins prudent, quoi. On y va. On ne sait jamais, c'est traité par des êtres humains. Jamais, hein. Voilà. Alors, pour notre démarche, du point de vue des études, on s'est appuyé sur les données du CIRC, Centre international de recherche contre le cancer, qui dépend de l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, le CIRC, il collige régulièrement toutes les données du monde entier, et le CIRC, il fait un classement entre notamment les cancérogènes avérés pour l'homme, qui est le groupe 1, et les cancérogènes probables, qui est le groupe 2A. Alors d'emblée, on peut dire que les rayonnements ionisants et cancer du sein, c'est du groupe 1. Donc vous voyez que même si le travail de nuit n'est que probable,
les rayonnements ionisants, c'est avéré. Mais on n'a toujours rien fait en France. Vous voyez, pour montrer, ça sera difficile pour le travail de nuit, mais on a déjà un énorme retard pour qu'on mette dans les tableaux des maladies professionnelles les rayonnements ionisants. Voilà. Alors, les facteurs extra-professionnels, il faut distinguer deux grandes catégories. Les facteurs liés à l'histoire gynécologique, mais médicale, et les facteurs de mode de vie. Il va de soi que quand on écoute la science officielle, tous ceux qui ne veulent pas voir les facteurs professionnels mettent toujours en avant les facteurs liés au mode de vie. On sait que c'est l'alcool et le tabac qui est responsable de toutes les maladies, et pas le travail. Pourtant, on y passe quand même un certain nombre d'années, et on va y passer encore beaucoup plus d'années. Alors, les facteurs liés à l'histoire gynécologique et médicale, donc effectivement, le risque de cancer augmente avec l'âge, mais on a ce problème avec d'autres cancers. Alors, parmi les facteurs favorisants, on note une puberté avant 11 ans, pas de grossesse ou une grossesse tardive après 40 ans, pas d'allaitement, une ménopause tardive. Alors, on note la contraception hormonale, la pilule, ou bien les traitements de substitution de la ménopause. Et puis, les maladies bénignes du sein, comme des kystes, etc., des fibromes, qui peuvent faire le lit du cancer. Alors, on avance dans les facteurs médicaux et gynécologiques. Il est indéniable qu'il y a des prédispositions génétiques. Par exemple, on est à la recherche de cancer du sein dans la famille proche, mère, sœur, fille, tante, nièce, et aussi, on associe un peu aussi les cancers de l'ovaire. Voilà. Mais on est devant un problème actuellement où la personne a été refusée par un premier CDRMP parce qu'elle avait un cancer du sein, mais aussi un cancer de l'ovaire. Or, nos recherches ont montré, et ce n'est pas très important, que peut-être le travail de nuit pourrait aussi être responsable, en partie, dans les cancers de l'ovaire. Vous voyez un peu comment l'évolution des sciences, elle peut être contradictoire. Mais si on ferme les yeux, on pourra jamais avancer. Alors, il y a le problème de l'hérédité, c'est-à-dire qu'il y a des mutations de gènes. Hein. C'est l'histoire de Angelina Jolie qui avait ces fameux gènes BRCA1, BRCA2, qui s'est fait enlever les seins pour éviter qu'elle ait un jour un cancer. Donc là, si on a une origine héréditaire, on ne peut pas aller en maladie professionnelle. Et puis, il y a des traitements pour d'autres maladies qui peuvent avoir un impact. Donc notamment, par exemple, si quelqu'un a fait une maladie de Hodgkin quand elle était jeune, la maladie de Hodgkin, c'est une maladie des ganglions, eh bien, elle a eu de la radiothérapie thoracique et ça peut favoriser après la survenue d'un cancer du sein. Et puis, il y a un traitement qu'on donne quand les gens ont des problèmes cardiaques, ça s'appelle la digoxine, qui peut être aussi un facteur favorisant. Alors, parmi les facteurs liés au mode de vie et à l'obésité, donc augmente. Hein, alors l'obésité, maintenant tout le monde, hein, parce que vous regardez la télé, comme j'aime, hein, comme ça, vous regardez, donc l'indice de masse corporelle, tout le monde connaît maintenant. Donc l'obésité, c'est à partir de 30. Le tabagisme, l'alcool, bon, voilà, alors ils sont, j'avoue que j'ai du mal à suivre les standards, moi, je dépasse régulièrement. Hein. Mais bon, ok, et puis la sédentarité, puisque on sait que l'exercice physique protège contre le cancer du sein. Alors, on arrive maintenant aux facteurs professionnels admis, et on verra après les facteurs professionnels en discussion.
parce que je pense qu'on n'est pas au bout de nos découvertes. Si on ne se pose pas le problème, on ne va pas avoir de recherche. Alors je vous avoue qu'en France, on n'est pas champion dans la recherche de l'épidémiologie du travail. On n'est pas champion. Heureusement qu'il y a des pays qui nous apportent de l'eau au moulin. Alors, qu'est-ce qu'on a comme certitude? Donc on prend le CIRC, le Centre international de recherche contre le cancer. On a deux principales expositions. Les rayonnements ionisants, donc c'est les manipulatrices, les infirmières qui tiennent les enfants, et puis les hôtesses de l'air qui sont soumis aux rayons cosmiques. Voilà, pas que les hôtesses de l'air, hein, ceux aussi qui voyagent. Mais bon, c'est pas grave, ce n'est que les puissants qui voyagent beaucoup, donc nous, on n'a pas trop de soucis. Hein, voilà. Il y a une morale. Et puis, donc, il est classé en cancérogène avéré pour l'homme. Et puis, il y a le travail de nuit qui est cancérogène probable. Alors, il y a plein de produits chimiques. On se pose des problèmes, mais le CIRC retient actuellement dans sa classification le dieldrine, qui est un pesticide. Donc, un jour, un jour, on va avancer sur les pesticides. On sait que ça donne, par exemple, des cancers de la prostate. Mais peut-être qu'on arrivera à une époque où on disait que les femmes d'agriculteurs avaient moins de cancer du sein, et maintenant les études sont en train de virer leur cutie. Donc il faudra voir. Et puis l'oxyde d'éthylène, donc qui est désinfectant, qui était utilisé dans les hôpitaux ou dans certaines industries. Et puis les polychlorobiphéniles, qui est un produit utilisé dans l'industrie. Alors, les rayonnements ionisants, donc j'ai parlé des rayons X et rayons gamma. Donc les rayons cosmiques pour les voyages en avion, donc vont être concernés par les rayonnements ionisants le personnel soignant, les professionnels de l'imagerie médicale et le personnel navigant, et puis les travailleuses du nucléaire. Voilà. Alors, le travail de nuit. Alors, le travail de nuit, c'est différent du point de vue administratif que du point de vue physiologique. Le Code du travail, il dit que la période va de 21h à 6h du matin. Tandis que ceux qui occupent du fonctionnement du corps humain, on appelle ça des physiologistes, ils disent que la période critique, c'est de 24h à 5h du matin. Alors, le travail de nuit peut être effectué en horaire fixe ou dans le cadre d'horaires alternants. Et c'est vrai qu'à l'époque où le CIRC a fait ses premières synthèses, et moi je me rappelle avoir fait des formations, des conférences sur le travail posté, on ne parlait pas du cancer du sein. Et on pensait que le plus grave, c'était l'alternance. Dans sa nouvelle version, le CIRC a dit, attention, ce n'est pas forcément l'alternance, mais c'est le travail de nuit. Donc on oublie un peu l'alternance, mais on se concentre maintenant sur le travail de nuit. Alors, il faut savoir que 9% des femmes actives travaillent de nuit, dont la moitié, 1 million, habituellement. Et il n'y a pas que les secteurs de la santé, de la sécurité ou des transports, où c'est évident. Mais depuis 2011, depuis qu'on a levé l'interdiction du travail de nuit dans l'industrie. Moi, j'ai un dossier, une personne qui était cariste de nuit, 4000 nuits, qui s'est vue refuser. À la première étape, elle s'est vue refuser. Mais je vous le dirai après, on ne va pas abandonner. OK? Alors, toutes les études s'accordent pour dire que le travail de nuit est nocif pour le sein. Alors, j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui peut-être me redira publiquement ce qu'elle m'a dit.
Elle a dit, j'en ai causé à un médecin anesthésiste, et il a dit que c'était une imposture qu'elle ait été reconnue. Une imposture! Ça en dit long sur ce que pensent les médecins. Parce qu'effectivement, il y a des résistances dans le monde médical qui ne sont pas négligeables. Alors, en 2007, le cirque parle de cancérogène probable, mais dans sa synthèse de 2019, il prend nommément le travail de nuit. Et puis, il va y avoir des instituts prestigieux qui vont lui envoyer le pas. Donc, on a l'étude d'INSERM en 2012, un rapport de l'ANSES en 2016, une synthèse de l'INSERM en 2018, une synthèse de l'INRS en 2019. Alors, pour les médecins qui disent qu'il n'y a pas de données, qu'est-ce qu'il leur faut de plus, hein? Qu'est-ce qu'il leur faut de plus? Il faut savoir que des pays, c'est le Danemark, qui a été le premier à indemniser en 2008 déjà le travail de nuit chez les infirmières et des hôtesses de l'air. Alors, je ne vais pas m'étendre sur toutes les études, mais je reprends les données de l'INSERM 2018, parce que si vous voulez, elle nous a servi de base pour faire notre modèle pour la nuit, puisque on ne va pas prendre quelqu'un qui a fait 10 nuits dans sa carrière. Voilà. Alors, le travail de nuit est défini au moins 3 heures entre minuit et 5 heures du matin. Et chez la femme non ménopausée, le risque augmente de 26%, avec une croissance particulière chez les femmes qui ont travaillé plus de 2 nuits par semaine pendant 10 ans. Et donc, sur cette base, on n'accepte pas les dossiers en dessous de 800 nuits, sauf que l'infirmière qui a été reconnue, elle avait 673 nuits. Donc, vous voyez qu'on n'est pas rigide, on tente. Hein. Finalement, 673, c'est pas loin de 800. Hein. Bon, voilà. Hein. OK. Alors, il faut savoir que le risque peut diminuer après le travail de nuit, mais vous savez qu'en matière de cancérologie, le cancer, il peut arriver très longtemps après les expositions. Voilà, c'est un processus insidieux, donc il peut arriver très longtemps après. OK. Alors, les mécanismes de survenue du cancer ne sont pas clairement, hein, on ne sait pas. Alors, je connais à côté de moi quelqu'un qui est très forte sur la mélatonine. Hein. Elle devient la spécialiste de la mélatonine. Donc, la mélatonine, c'est l'hormone qui est sécrétée la nuit, c'est celle qui nous fait dormir. Hein. Et donc, le fait de travailler nuit, on est exposé à la lumière. Et donc, ça va diminuer la sécrétion de la mélatonine. Et on sait que la mélatonine a un effet anticancérogène très important. Et puis, il va y avoir perturbation des gènes, ce n'est pas encore très clair. Et puis, le fait de travailler de nuit, souvent, le corollaire, c'est les troubles du sommeil, parce que les gens qui travaillent de nuit, ils ont souvent une double vie, donc ils ne dorment pas assez. Et donc, la dette de sommeil pourrait affaiblir le système immunitaire. Alors, l'autre facteur, c'est l'oxyde d'éthylène, donc qui est utilisé dans l'industrie chimique et qu'on va utiliser pour stériliser le matériel médico-chirurgical, mais c'est aussi utilisé dans l'industrie cosmétique, dans le textile, dans l'agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique. Voilà. Dans les soignants, on a du mal les gens savent qu'ils désinfectaient, mais on a du mal à retrouver le nom des produits. Hein. Alors maintenant, on va s'intéresser aux facteurs de risque en discussion. C'est l'avenir. C'est l'avenir. Ça sera peut-être beaucoup plus important qu'on croit. Hein. Et vous voyez qu'à la vitesse qu'on a pour faire reconnaître par le corps médical que le travail de nuit peut causer le cancer du sein, il y a encore un long chemin à parcourir. Alors,
on s'est rendu compte qu'il y a un excès de cancer du sein dans certaines professions. Donc les infirmières, c'est ce qui a amené Josiane lui a mis la puce à l'oreille, les rayonnements ionisants, les agents antimitotiques, l'oxyde d'éthylène, le travail de nuit. Donc vous voyez que les infirmières, elles ont plusieurs facteurs de risque qui vont s'additionner. Alors, en matière de cancérologie, quand il y a plusieurs facteurs de risque qui ne s'additionnent pas, ils se multiplient. L'effet est multiplié. Alors, les ouvrières du textile, alors, on incrimine poussière textile, solvant, teinture, champ électromagnétique, formol, lubrifiant pour machine. Pour le moment, chez les ouvrières du textile, on a constaté qu'il y a plus de cancer du sein, mais on n'a pas encore bien précisé quel est le facteur vraiment dominant. Et puis, les ouvrières de la fabrication d'articles en plastique et caoutchouc, donc là aussi, il y a des produits, le polychlorure de vinyle, les solvants, et si vous voulez, il y a un facteur de risque des produits chimiques, mais qui est une grande famille, qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, et donc les phtalates, les bisphénols, tout ça, qui pourraient être incriminés. Et d'ailleurs, on a vu, je crois, un C2RMP qui a dit qu'il avait été exposé aux perturbateurs endocriniens. Mais moi, pour ma part, actuellement, je ne vois pas encore très bien clair dans l'identification des perturbateurs endocriniens. Vous voyez? Et puis, là, peut-être où on pourrait faire une avancée chez les coiffeuses, ça a été remarqué, notamment par les gens de la profession, qu'il y avait beaucoup de cancers du sein chez les coiffeuses, et ça serait dû donc à l'utilisation de tous les produits chimiques qu'elles utilisent. Alors, on a des études contradictoires sur le stress, mais pour le moment, le manque de sommeil, l'alimentation. On sait qu'une alimentation avec fruits et légumes protège. Et sur la sellette, il y a quand même un certain nombre de produits qu'il faut qu'on creuse. C'est les pesticides, les antimitotiques. Dans les cosmétiques, c'est le parabène. Donc, si vous voulez, on a un dossier d'une coiffeuse, on va faire valoir, mais bon, on va se faire rétamer, c'est clair. Enfin, on va se faire rétamer au premier tour, peut-être au deuxième, peut-être au troisième, vous voyez. Alors, et puis les désinfectants. Voilà. Alors, en fait, il est difficile de mesurer l'impact de ces substances parce qu'un certain nombre sont nouvelles. Et on voit bien que pour le cancer, actuellement, les cancers, c'est ce qui s'est passé il y a 20 ou 30 ans. Je veux dire, les nombreux cancers dans l'industrie, c'est le revers de la médaille des 30 glorieuses où on faisait n'importe quoi. Le temps de latence, donc voilà. Et puis, l'idéal, ça serait mais on ne fait pas trop en France, ça serait qu'on suive une population de A jusqu'à Z pendant 20-30 ans pour voir. Alors, les fameux perturbateurs endocriniens, donc c'est des substances naturelles ou artificielles qui vont interférer avec le fonctionnement du système endocrinien, c'est-à-dire du système qui s'occupe d'hormones, donc la prostate, le sein, les ovaires, ça s'appelle, donc perturbe le fonctionnement de ces organes. Donc, ils vont induire des effets néfastes sur l'organisme. Et donc, actuellement, le cirque, il a le dieldrine qui est un pesticide, les biphényles polychlorés qui sont des produits de l'industrie, eh bien, c'est des perturbateurs endocriniens. Alors, le plus formidable en monstruosité, c'est le fameux Distilbène qui avait été prescrit aux femmes pour éviter les fausses couches et qui a provoqué des dégâts considérables chez les filles et même chez les petites filles. OK ? Alors, donc voilà, donc c'est aussi un problème à creuser.
Alors, les perspectives, intensifier les démarches de reconnaissance en maladie professionnelle dans le privé pour que on puisse à un moment avoir un rapport de force pour pouvoir créer un tableau. Et puis dans la fonction publique, donc il y a une procédure différente. Donc il ne faut pas s'arrêter sur un échec. Hein, je vous ai donné des CDRMP négatifs. Je ne sais pas à quel niveau ça s'est passé. Mais normalement, si un C2RMP est négatif, on va dans le tribunal, on demande un deuxième C2RMP. C'est de droit. Mais si on a deux C2RMP négatifs, le juge, il peut très bien, devant notre argumentation, dire « Eh bien, moi, je la reconnais, même si les autres ne la reconnaissent pas. » Vous voyez, on a eu le cas plusieurs fois au tribunal de Metz sur d'autres pathologies où les C2RMP avaient dit niet et le juge a dit non, non. Le plaignant ou la plaignante apporte des arguments suffisamment solides pour prendre en compte que la maladie est reconnue. Donc, voilà. Alors, démarche pratique. Donc, la démarche pratique, c'est la fiche de risque pour chaque dossier qui va lister les facteurs en faisant la part professionnelle et la part extra-professionnelle. Et on va retenir les dossiers éligibles. Mais là, comme dit, au début, on était strict. Maintenant, on tente, quoi. On tente. Hein, le problème, c'est il ne faut pas mentir, hein, mais il ne faut pas toujours ouvrir sa bouche. Hein. Les facteurs extra-professionnels, s'ils ne sont pas mentionnés dans un dossier de maladie, il n'y a pas de micro qui m'écoute. S'ils ne sont pas mentionnés dans les dossiers médicaux, il ne faut pas forcément le clamer sur la place publique. Hein, ok. Malheureusement, quand ils sont dans les dossiers médicaux, on est bien obligé d'en tenir compte. Et puis, la preuve de l'exposition au rayonnement, normalement, il y aurait dû avoir des dosimétries, mais ça n'existait pas. Donc, ou à l'oxyde d'éthylène, c'est avant tout les témoignages des collègues, ou bien la déclaration sur l'honneur que j'ai été exposé. Par contre, le décompte des nuits, c'est hyper fastoche et c'est incontestable. On ne peut pas discuter. On a un dossier actuellement d'une infirmière qui est au niveau de la cour d'appel où la cour d'appel dit mais on ne sait pas trop. Attendez, il suffit de prendre mes fiches de paye de toute ma carrière et puis voyez mes fiches de paye, j'ai travaillé tant de nuits. C'est indéniable, il n'y a pas de discussion. Alors, nous, on a mis au point un tableau, voilà. Donc, ce tableau, les gens reprennent leur fiche de paye et mois par mois, année par année, on peut chiffrer à un point près le nombre de nuits. OK? Alors, quelle prévention? Alors, la prévention de l'exposition au rayonnement ionisant et de l'oxyde d'éthylène, c'est une prévention classique. C'est maîtriser les risques à la source. Et si ce n'est pas possible, les équipements individuels de protection. Par contre, quand on parle de cancer du sein et travail de nuit, et heureusement qu'on en parle aussi pour la prostate et le cancer du côlon, ça va être une autre paire de manches, parce que premièrement, les mécanismes ne sont pas complètement expliqués, et puis toucher au travail de nuit, c'est toucher à l'économie. Alors, il faudrait réduire le travail de nuit aux besoins essentiels de la société. J'ai travaillé en Alsace et à une époque en Alsace, il y avait près de Neubrisac une usine de chewing-gum qui travaillait la nuit. Donc manger du chewing-gum, c'était vraiment partie des besoins essentiels de la société. Et puis, pour une personne, réduire la fréquence, voilà, et la durée dans le temps du travail de nuit.
Voilà, on ne devrait pas faire pendant 40 ans du travail de nuit. Voilà. Et puis, autour de la mélatonine, alors là, voilà, il faudrait diminuer l'influence de la lumière pendant le poste de nuit. Mais si on diminue la lumière, on s'endort. Vous voyez, si on veut travailler correctement la nuit, il faut de la lumière. S'il y a de la pénombre, on va s'endormir. Voilà. OK, donc il faut agir pour que le cancer du sein, soit reconnu d'origine professionnelle. Je vous remercie de votre attention et je répondrai tout à l'heure à vos questions et je passe la parole à mon collègue. Tant pis, tu vas être obligé de le tenir à la main. C'est bon. Allô? Oui. Bien, bonjour à toutes et tous. Avant d'entamer la partie qui m'incombe, je voudrais juste apporter quelques précisions sur l'intérêt de ce qui se passe là et des reconnaissances en maladie professionnelle d'un certain nombre de cancers du sein. L'idée, c'est à terme d'obtenir un tableau, car comme on vous l'a dit, actuellement, lorsqu'il n'y a pas de tableau, pour admettre qu'un cancer du sein est d'origine professionnelle, il faut éliminer tout facteur personnel. Et s'il y a un tableau, à partir du moment où la pathologie est là et où le travail figure dans le tableau, à ce moment-là, la reconnaissance est nettement facilitée. Quel intérêt? Déjà, c'est un intérêt pour les personnes d'indemnisation. C'est un autre intérêt aussi qu'a évoqué Lucien, la prévention. Parce que quand il y a reconnaissance de maladie professionnelle, ça coûte aux employeurs. Et un économiste, il y a un certain nombre d'années, avait dit que les reconnaissances de pathologie et ce qui permettait de faire de la prévention, c'est quand ça coûtait aux employeurs. Quand le coût des maladies professionnelles est plus important que la prévention, on passe à la prévention. Donc, c'est aussi important. Et un autre élément est important, c'est l'information. Parce que j'ai été très marqué lors d'une des premières réunions que nous avions faites où on a rencontré une infirmière du sud de la France qui était atteinte d'un cancer du sein, qui disait « mais je ne comprends pas ». Bon, d'une part, je n'ai aucun facteur autre que mon travail de nuit, et d'autre part, personne ne m'en a parlé. On n'a jamais évoqué le fait qu'il y avait un risque avec le travail de nuit. D'ailleurs, c'est un peu dramatique dans la mesure où, depuis les années 2010, il y a une recommandation qui a été faite par la Société de médecine du travail qui dit qu'à partir du moment où une femme travaille plus de 10 ans de nuit, il faut lui conseiller d'être suivi, il faut lui conseiller de faire attention, éventuellement de changer de poste. Donc, il y a quand même là un problème d'information qui est complètement passé à côté. Voilà, donc je vais, pour ma part, m'intéresser, on m'a demandé de m'intéresser au cancer du sein et de maintien de l'emploi. En fait, moi, j'ai été pendant des années médecin du travail. Et bon, je travaille toujours actuellement dans un service hospitalier et le maintien dans l'emploi, c'est un élément important. On va voir dans le cas spécifique du cancer du sein pourquoi c'est important. Donc, on vous a déjà donné un certain nombre d'éléments. Bon, le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme. En 2023, selon l'Institut national de cancer, il y aurait eu plus de 60 000 cancers du sein. En 2017, 900 000 femmes vivent après un cancer du sein. Vous voyez que ça fait une population qui est quand même extrêmement importante. Et donc, la question du maintien dans l'emploi se pose de plus en plus. Et on va voir pourquoi elle se pose de plus en plus.
D'une part, il y a une augmentation extrêmement importante ces dernières décennies du nombre de cancers du sein. Entre 1990 et 2018, il y a une augmentation de 1,1% du nombre de cas de cancer du sein en France. Et d'autre part, on assiste, d'ailleurs c'est quelque chose qui est aussi le cas pour tous les cancers, un rajeunissement des femmes qui sont atteintes. Il y a 20 ans, on disait qu'il n'y avait pas de cancer du sein avant 50 ans. Maintenant, on voit effectivement 10% des cas de cancer du sein qui se manifestent chez des femmes qui sont âgées de moins de 35 ans et près de 20% avant 50 ans. Or, vous savez tous et toutes que la durée de vie au travail se rallonge, donc ça veut dire que ces femmes vont devoir, si elles peuvent, travailler encore pendant un certain nombre d'années. Alors, il y a une survie effectivement qui est pourquoi plus de femmes sont en âge d'être dans le milieu du travail, c'est qu'il y a une survie de plus en plus importante et entre 1990 et 2018, si le nombre de cancers a augmenté de 1,1%, la survie, enfin la mortalité, elle diminue, elle, de 1,3%. Donc, vous voyez, d'un côté, le nombre de cancers du sein augmente, d'autre part, la survie augmente aussi. Donc, ça fait que de plus en plus de femmes peuvent survivre à un cancer du sein. C'est dû à quoi? D'une part, un dépistage plus précoce, que ce soit suite à une surveillance par un ou une gynécologue. Moi, lorsque j'étais au médecin du travail, je recommandais aux femmes, puisque à partir de 42 ans, on voit augmenter la courbe de fréquence du cancer du sein. Je leur recommandais à partir de 40, 45 ans de commencer à se faire suivre par un gynécologue pour éventuellement dépister. Mais il y a aussi le dépistage global dont malheureusement un certain nombre de femmes s'excluent pour des raisons diverses, qui lui est systématique à partir de 50 ans. Mais vous voyez qu'entre 42 et 50 ans, et puis en plus maintenant avec le rajeunissement de la survenue de l'âge du cancer, il y a de plus en plus de cas qui risquent d'apparaître avant le dépistage. Et puis, il y a aussi le facteur thérapeutique. La médecine a fait de très forts progrès. On différencie différents types de cancers. On a des traitements qui sont adaptés. Donc, voilà, tout ça, ça fait que de nombreuses femmes atteintes d'un cancer sont en activité professionnelle. Quelles sont les difficultés pendant et avant un traitement et un cancer? C'est que le diagnostic, c'est-à-dire le cancer lui-même et le traitement et son traitement, ça génère de nombreuses difficultés. D'abord des difficultés psychiques, parce que c'est une anxiété, une angoisse par rapport au cancer, par rapport à la modification de son rapport avec la famille, avec les enfants. Donc déjà, moralement, c'est une problématique. Ensuite, les traitements, ils ont effectivement augmenté la survie, mais en même temps, parfois, ce sont des traitements qui sont lourds, avec des effets indésirables. Bon, la fatigue, la perte des cheveux, les douleurs, bon, le fait d'une ablation d'un sein, c'est aussi un problème. L'image corporelle est perdue. Donc ça, c'est l'atteinte de l'image de soi. Les séquelles, dont l'un était très fréquent, il est moins fréquent maintenant, mais il peut survenir lorsque on enlève des ganglions du creux axillaire. C'est le lymphodème, c'est un gonflement du bras qui est une gêne énorme quand on travaille. Dès qu'il y a, j'ai été confronté à ce fait pendant que je travaillais en tant que médecin du travail, une femme qui a un lymphodème ne peut pas porter de choses lourdes. Donc, si dans son activité professionnelle, c'est le cas, ça pose des problèmes. Et puis, il y a aussi les difficultés financières, parce que déjà, la maladie est problématique, mais si en plus surviennent des difficultés financières,
de prise en charge des arrêts maladie, c'est un cas. Et en particulier, les femmes, bon, dans les grandes entreprises, il y a souvent de la prévoyance qui complète les indemnités de la sécurité sociale, qui sont en maladie ordinaire de 50% du montant du salaire. Mais lorsqu'il n'y a pas de prévoyance dans les petites entreprises ou pour les femmes dont on sait qu'elles sont souvent aussi en contrat atypique, hein, c'est-à-dire soit en temps partiel, soit avec des périodes de chômage importants, la prévoyance n'est pas présente. Donc, c'est aussi un problème financier. Et puis, il y a l'éloignement du milieu social de travail parce que, bon, le travail peut être négatif, mais c'est aussi parfois extrêmement valorisant et ça permet de se valoriser et puis d'avoir un contact social qu'on n'a pas sinon. Alors, il y a des difficultés qui peuvent apparaître à la reprise du travail de façon non exhaustive. J'en ai listé certaines hein, qui sont liées à l'état de santé de la femme, que ce soit immédiatement ou pendant un traitement, parce que certains cancers du sein, certains types de cancers du sein nécessitent un traitement pendant plusieurs années. Hein. Par exemple, l'hormonothérapie, c'est 5 ans après le diagnostic. Et au premier plan, très souvent, il y a un état de fatigue important. Et ça c'est une gêne dans le quotidien professionnel. Parfois, des difficultés physiques. Hein, je vous ai parlé tout à l'heure du lymphodème qui peut être dû soit au curage ganglionnaire. Il est moins fréquent maintenant, mais lorsque des ganglions axillaires sont atteints, on les enlève et du coup, ça crée un problème de circulation de la lymphe et le gonflement du bras. L'état de santé psychique aussi peut être en cause. Il peut y avoir une dépression, un état anxieux. Et puis, la nécessité d'un suivi médical, d'un traitement médical complémentaire, parfois pendant différentes années, d'examens complémentaires. Et puis, bien sûr, il y a toujours la peur de la récidive ou de la survenue d'un autre cancer. Donc, il y a un aspect aussi psychique qui est extrêmement important. Alors, il y a d'autres difficultés qui sont liées à l'entreprise parce que très souvent, une femme a été absente pendant un certain temps, donc elle peut avoir perdu le contact avec son entreprise. Hein. Il peut y avoir eu une évolution de l'organisation du travail, des outils, par exemple l'informatique peut avoir évolué et la femme revient dans un milieu où elle est un peu déphasée. Hein. Le climat social aussi, puisque malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent subir des problèmes financiers. L'accueil aussi des collègues et de la direction, ça peut être parfois positif, mais parfois on n'est pas très content d'accueillir quelqu'un dont l'état de santé n'est pas parfait. Voilà. Il y a beaucoup dans le code de travail de choses qui concernent la protection des gens qui ont des problèmes de santé, mais dans la pratique, c'est moins souvent mis en œuvre. Et puis, il peut y avoir la réaction de la hiérarchie et des collègues vis-à-vis d'une adaptation de poste. Ça, je l'ai rencontré très, très fréquemment. Si, par exemple, dans une entreprise, si une femme est à mi-temps, on n'enlève pas forcément pour le manager le mi-temps. On considère qu'elle est là. Donc, la masse de travail est la même et ça peut créer un surcroît de travail pour les collègues qui peuvent parfois s'en prendre à la femme. Alors, un certain nombre de facteurs peuvent favoriser une bonne reprise du travail. L'un de ces facteurs, c'est le fait de garder le contact. Garder le contact avec l'entreprise, les gens du service des ressources humaines, avec les collègues. Une bonne utilisation aussi de la protection sociale est importante. Hein, et à ce titre, les assistantes sociales sont des éléments extrêmement importants, soit qu'elles soient dans l'entreprise, soit
dans les services de santé au travail, les mairies ou même la sécurité sociale, les assistantes sociales peuvent représenter vraiment une aide. Et donc, parmi cette protection sociale, il y a la reconnaissance en affection de longue durée qui peut, si la femme n'est pas capable de reprendre à la fin, de permettre une mise en invalidité, la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés qui justifie un certain nombre d'aménagements, éventuellement même vis-à-vis des collègues, hein, pour pas, quand ils savent pas, ils peuvent dire oui, mais c'est injuste. Regardez, elle, on lui a modifié son poste, alors que nous, bon, voilà. Donc ça peut être quelque chose qui justifie le traitement un peu particulier et favorisant la femme qui revient au travail. Éventuellement une mise en invalidité de première ou deuxième catégorie si l'État le justifie. Il y a aussi des éléments qui permettent de préparer le retour au travail, par exemple en utilisant un dispositif qui est apparu depuis 2-3 ans, qui est le rendez-vous de liaison, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, la personne peut avoir un contact avec l'employeur pour voir si et comment elle pourrait reprendre le travail, si des aménagements sont nécessaires. Bon, ce n'est pas forcément tout à fait rentré dans les mœurs, mais c'est une possibilité quand on est au courant, éventuellement, de le solliciter. D'autre part, il y a la visite de pré-reprise avec le médecin du travail qui permet d'aborder avec lui les difficultés pour éventuellement qu'il préconise un aménagement de poste en fonction des difficultés que rencontre la femme. Et puis, lors de la reprise, hein, il ne faut pas hésiter à faire appel au médecin du travail pour lui faire part des difficultés et l'inciter, parce qu'il a quand même un pouvoir certain vis-à-vis de l'employeur de demande d'aménagement de poste. Et s'il n'est pas très coopératif, il faut un peu le pousser, y compris en faisant intervenir des représentants du personnel. Alors, les outils pour le maintien à l'emploi, il y a différents outils qui permettent de faciliter le maintien dans l'emploi. Donc, la protection sociale qui joue un rôle très, très important. Je vous en ai parlé. La reconnaissance d'une affection de longue durée, hein, qui permet la prise en charge des soins à 100% et qui peut permettre de prescrire un temps partiel thérapeutique sans arrêt maladie préalable. Et ce temps partiel thérapeutique, il est assez important puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a très souvent chez les femmes un état de fatigue important. Donc, le fait de travailler à mi-temps, ça peut être déjà une façon d'amoindrir les difficultés. La demande de la reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés, soit pour le cancer du sein, pour les séquelles médicales, elle peut permettre après la sollicitation, si jamais la femme n'arrive pas à retravailler dans son emploi, de solliciter Cap Emploi pour un éventuel reclassement, une recherche d'un autre emploi. Et Cap Emploi peut aussi solliciter l'AGFIP pour un financement pour permettre le maintien en emploi. Et puis, la mise en invalidité de première ou deuxième catégorie qui permet, tout en gardant grosso modo les mêmes revenus, de diminuer le temps de travail, hein, de passer par exemple à un temps partiel, à par exemple un mi-temps, et où une partie est payée par la pension d'invalidité, une partie par l'employeur. D'autres outils externes, donc je vous ai parlé de la sollicitation de Cap Emploi, hein. Les services sociaux aussi sont très importants, les assistantes sociales et les cellules d'aide au maintien dans l'emploi, des caisses de sécurité sociale, des entreprises. Je vous rappelle qu'à partir de 250 salariés,
il est dans les entreprises, un service social est obligatoire, donc on peut s'adresser à lui. Les cellules de prévention des services de santé au travail permettent aussi de guider les femmes pour des conseils, l'orientation vers une formation ou une reconversion. Alors, ça dépend pour chaque région. Les modalités d'investissement de la Ligue contre le cancer diffèrent, mais je sais que sur la région parisienne, la Ligue contre le cancer propose même du coaching pour aider, pour faciliter le retour en emploi. Alors, il faudrait voir sur la région ce qui est possible, mais ça peut être aussi une voie. Et puis, la reconnaissance d'une maladie professionnelle qui assure une meilleure protection au sein de l'entreprise. Dans les entreprises, que peut-on mobiliser? Alors déjà, il faut, même si malheureusement tous les médecins du travail ne sont pas toujours prêts à s'investir, mais c'est quand même un interlocuteur essentiel dans l'entreprise et on peut le solliciter pour un aménagement de poste, pour obtenir un maintien dans l'emploi, déjà grâce à une visite de pré-reprise qui se passe pendant l'absence maladie et qui permet de lui faire part des problèmes que la femme présente et à ce moment-là d'envisager la reprise. La visite de reprise du travail aussi est importante après une absence d'au moins 60 jours et quand c'est une maladie non professionnelle et quelle que soit la durée de l'absence pour une maladie professionnelle. Les visites à la demande du salarié, de l'employeur et à la demande du médecin du travail permettent un suivi après la reprise. Et puis, il y a la possibilité pour un salarié, une salariée qui est en risque d'inaptitude, de demander à rencontrer le médecin du travail pour qu'effectivement, il préconise des choses qui facilitent le maintien dans l'emploi. C'est l'un de ses rôles au médecin du travail. Il doit informer, mais aussi participer au maintien dans l'emploi. Donc, les autres soutiens en entreprise, la mission handicap dans les entreprises d'une certaine taille, et elle peut être sollicitée pour aider aux aménagements de poste. Elle dispose de fonds qui sont en fait le dispositif est le suivant, dans la mesure où elle a un certain nombre normalement toutes les entreprises doivent au-delà de 20 salariés doivent avoir 6% de leur effectif lié à l'obligation d'emploi. Si ces 6% ne sont pas remplis, et la moyenne en France, elle est de l'ordre de 4%, à ce moment-là, soit les entreprises payent le complément à l'AGFIP, qui est l'organisme qui permet de disposer de fonds pour aider à l'emploi des personnes handicapées, soit elle peut mettre en place une mission handicap où, à ce moment-là, avec cet argent, il est possible d'aider au maintien des personnes en emploi. Le référent handicap peut aussi aider à trouver des solutions pour le maintien dans l'emploi et sa présence, elle est obligatoire dans les entreprises d'au moins 250 salariés. Et ce référent, il peut servir d'intermédiaire aussi avec l'administration de l'entreprise, avec les ressources humaines pour discuter des aménagements de postes pour faciliter la reprise et le maintien en emploi. Alors, quelques exemples de maintien dans l'emploi. Donc, la plupart là sont liés aux médecins du travail. Une reprise du travail avec aménagement de poste et ou un passage en temps partiel thérapeutique qui est demandé à l'employeur dans la fonction publique hospitalière. Dans le privé, c'est le médecin traitant qui fait la prescription. Dans le public, c'est
la demande se fait à l'employeur et ce n'est que s'il y a un problème qu'un médecin agréé est sollicité pour faire la part des choses, sachant que dans la fonction publique hospitalière, le temps partiel thérapeutique ne peut être inférieur à 50% et il se fait par période de 3 mois et pour une période d'1 an qui peut être renouvelée, mais après une reprise du travail. Un passage à temps partiel, là, par modification du contrat de travail, qui peut permettre de diminuer effectivement le travail et donc diminuer les contraintes, qui est intéressant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en cas de mise en invalidité. La mise en place d'un télétravail pour éviter la fatigue et les déplacements. Alors, sachant que dans les entreprises, il y a souvent des accords sur le télétravail. Alors, même si l'entreprise a un accord en disant, voilà, c'est 2 jours de télétravail, si le médecin du travail dit il faut 4 jours de télétravail, ça doit s'imposer. Hein. Donc, on n'est pas tenu par les accords d'entreprise qui concernent l'ensemble des autres salariés. Une demande d'une montée en charge progressive de l'activité pour faciliter la reprise, un aménagement des tâches à accomplir en cas de difficultés spécifiques, par exemple pour une contre-indication au port de charge, je vous ai parlé tout à l'heure du lymphodème, et puis un passage à une activité qui est moins fatigante, moins stressante, éviter les déplacements, pas de management, adaptation des tâches. En conclusion, donc, les cancers du sein représentent une pathologie très fréquente chez les femmes. Ils touchent des femmes de plus en plus jeunes. Le cancer et son traitement peuvent retentir sur l'état de santé physique et psychique des femmes. Du fait de l'amélioration de la survie après traitement, de nombreuses femmes doivent être soutenues pour un maintien en emploi. La protection sociale et l'accompagnement au travail sont très importants et la reconnaissance d'une maladie professionnelle peut jouer un rôle de protection complémentaire. Voilà, merci pour votre attention. Voilà, il nous reste quelques points à aborder et donc je vais commencer, puis je passerai la parole après à Sandrine. Voilà, on n'a pas abordé peut-être le point de la prévention. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, aujourd'hui, les femmes qui travaillent, bon, c'est essentiellement, enfin, c'est beaucoup dans le milieu soignant. Hein. Et comment faire? Parce que dans les hôpitaux, si on diminue le nombre de nuits, qu'est-ce qu'on fait? Qui c'est qu'on recrute? Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour le travail de nuit? Comment on peut, comment dire, inciter les femmes aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui choisissent le travail de nuit pour des raisons, comment dire, familiales, hein, parce qu'après, elles ont plus de facilité pour s'occuper des enfants la journée, hein, et voilà, et c'est parfois un choix pendant un grand nombre d'années. On voit que le nombre d'années, quand même, a une grande influence sur l'apparition d'un cancer du sein. Or, là, puisqu'on sait maintenant qu'il y a des phases critiques, on pourrait peut-être, comment dire, réfléchir à des modes d'organisation pour que le travail sur la carrière d'une femme soit moins long. Hein, c'est possible parce qu'en étudiant, enfin, en lisant toutes les études qui ont été faites, hein, que ce soit, comment dire, de l'INSERM, que ce soit dans les pays, au Danemark, en Finlande, aussi aux États-Unis, on s'aperçoit quand même qu'il y a des phases, comment dire, dans la vie d'une femme où elles sont, comment dire, davantage peut-être, comment dire, propices à développer cancer du sein. On voyait dans une étude finlandaise là, qui est parue en 2023 que le risque était accru, par exemple, pendant la décade qui précédait la ménopause. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui nous incitent à la réflexion sur la prévention. Il y a aussi, comment dire, l'exposition à la lumière. Alors, quand on voit que, comment dire, comme pour faire plaisir aussi à Lucien Privé et sur la mélatonine, voilà, on voit que la mélatonine, elle commence à être fabriquée à partir de 19h30 et puis ça dure jusque 4h, 5h du matin.
Or, les infirmières, par exemple, qui travaillent la nuit, qui sont fortement exposées à la lumière, on pourrait peut-être, comment dire, réfléchir à faire des pauses, des mini-pauses, etc., pour qu'à un moment donné, elles soient coupées de ces lumières artificielles violentes et qu'elles soient plongées dans le noir quelques moments. C'est pas à nous de faire ces réflexions. Nous, on demande que ces réflexions soient faites au mode d'organisation du travail dans les hôpitaux ou ailleurs, hein. Il n'y a pas que dans les hôpitaux non plus. Donc ça, c'est quelque chose à réfléchir. Je voulais aussi sur la prévention. La prévention, pour toutes ces femmes, pour nous, les femmes, je dirais en règle générale, il y a l'autopalpation. C'est quand même important, c'est vrai, sous la douche, de tâter les seins, je sais pas, régulièrement, je sais pas, une fois par semaine, ou, etc., pour voir s'il n'y a pas des boules. Parce qu'un cancer du sein pris précocement a plus de chances, comment dire, d'être guéri que si, comment dire, il n'est pas pris au stade précoce. Voilà un petit peu sur voilà, la réflexion sur les dépistages et sur les modes d'organisation. Alors après, comme disait aussi Lucien, c'est vrai que est-ce que le travail la nuit est comment dire, nécessaire? Je ne parle pas du milieu hospitalier, hein, des soignants là où c'est indispensable, mais est-ce qu'il est indispensable dans, je sais pas, quand on fabrique des automobiles, quand on fabrique d'autres choses, quand c'est dans la métallurgie? Est-ce que est-ce que c'est vraiment nécessaire? On touche à l'économie, hein, donc ça, c'est quand même, donc on incitera un peu par rapport à ça. Alors et l'autre domaine, bien sûr, c'est la réparation. Alors la réparation, donc moi je suis secrétaire du syndicat des mineurs là en Moselle, régional. C'est, comment dire, beaucoup de mineurs qui viennent nous voir, et puis beaucoup d'ayants droit des mineurs qui viennent nous voir parce qu'il y a des maladies professionnelles, parce qu'il y a des décès. Donc le travail du syndicat des mineurs, c'est beaucoup, comment dire, de travail sur, comment dire, l'indemnisation, comment dire, enfin instruire les maladies professionnelles pour comment dire, ceux qui sont, ceux qui sont en vie, mais aussi pour les ayants droit. Et donc, c'est, comment dire, les aider à instruire leur dossier, puis les accompagner tout au long de ce chemin. Et donc, c'est comme ça que Josiane disait là dans son préambule, c'est comme ça que le syndicat des mineurs s'est attaché à regarder qu'est-ce qui se passait du côté des femmes, et pourquoi le personnel justement qui était dans le milieu hospitalier avait des cancers du sein, et qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc on est parti un peu de ça, et avec, comment dire, les personnes qui sont venues nous voir, on est parti au départ, je crois que ça faisait, comment dire, plus d'une vingtaine de personnes qui sont venues, et on a quand même, comment dire, fait un tri. Hein, parce qu'en fait, entre le nombre de nuits déjà, puisque Lucien disait, c'est un seuil à peu près de 800 nuits qui est, comment dire, qui est mis dans les études scientifiques. Comment, enfin, et un tri donc par rapport au nombre de nuits, mais aussi un tri aussi parmi les facteurs, puisqu'on disait qu'il y a des facteurs liés au mode de vie, hein, donc tabac, alimentation, alcool, voilà. Et aussi celles qui avaient, comment dire, pour partir de quelque chose qui était plutôt un terrain vierge, partir avec effectivement des dossiers qu'on ne pourrait pas nous réfuter. Donc c'est un peu comme ça qu'on s'est permis, entre guillemets, de faire ce tri, mais aussi pour avoir des reconnaissances du cancer du sein en maladie professionnelle. Donc on a vu, je dirais, plus de 25 personnes là, hein, et donc on a eu la première reconnaissance dont il a été fait état dans les journaux. C'était une infirmière dans le secteur public, hein, du côté de Sarreguemines. On a eu aussi une reconnaissance d'une infirmière justement dans l'hôpital de Frémin-Merlebach, et on a aussi des demandes sur le secteur de Saint-Avold. Et sur le secteur de Saint-Avold, il y a des dossiers qui sont en cours. Mais ce qui nous fait plaisir d'apprendre aujourd'hui, c'est que l'hôpital de Saint-Avold met en place des dépistages qui sont plus précoces.
C'est-à-dire que vous savez tous avec la mode des masseuses que c'est à partir de 50 ans, c'est tous les 2 ans, etc. Mais l'hôpital de Saint-Avold, où les infirmières faisaient également des radios dans le secteur avec les enfants, font maintenant, comment dire, proposent, puisqu'ils ont le service là, de faire des dépistages avec des mammographies pour les femmes qui ont moins de 50 ans. Donc, vous voyez, tout ça, ça avance, ça avance petit à petit, mais c'est quand même vraiment important. Alors, on est parti du syndicat des mineurs, mais après, on a la chance d'être à la CFDT, mais aussi d'avoir un grand secteur. Et c'est comme ça que, comment dire, au-delà, comment dire, du syndicat des mineurs, en faisant de la formation aux autres représentants syndicaux dans notre syndicat, hein, mais il y a d'autres structures aussi qui s'attachent maintenant un peu à regarder ces problèmes. Les militants de la CFDT d'autres régions ont une formation et donc la CFDT dans sa grande configuration et avec la Confédération s'attache maintenant comment dire, à regarder ce problème et à faire quelque chose pour que les femmes puissent venir faire un dossier de maladie professionnelle. Ici aussi, on a la chance d'avoir Sandrine. Voilà, Sandrine qui est chargée de communication pour la CFDT Grand Est et qui, comment dire, elle-même, comment dire, forme des militants, comment dire, à ce regard sur le cancer du sein en maladie professionnelle. Voilà principalement un petit peu tout ce que je voulais vous dire parce que beaucoup de choses ont été dites par mes coéquipiers là. Et je vais passer justement la parole à Sandrine. Alors, merci. Brigitte. Est-ce que vous vouliez faire d'abord des questions? Brigitte, peut-être, parce que moi, comme je conclus, donc peut-être, voilà, peut-être, est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Est-ce qu'il y aurait des personnes qui voudraient... Non? Oui? Attendez, on va vous passer un micro. Bonjour, donc Nadine Wolf, présidente de l'association Les Dames de Cœur. Donc vous avez évoqué la question dans le secteur d'un service en lien avec les accidents professionnels, enfin les maladies professionnelles. Justement, on y travaille. On a fait un atelier cancer et emploi et on va s'attacher les services d'une docteure en psychologie du travail. Parce qu'il y a une double problématique ici avec les travailleurs frontaliers. Donc, on travaille là-dessus, sur la... Oui, si vous voulez. Voilà. Merci. Merci. Oui. Ah bah, du coup, je vais conclure. Alors, je vous remercie vivement pour votre participation à cette rencontre. Merci. La CFDT Santé Sociaux poursuit sa campagne de sensibilisation sur les risques de cancer liés, sur les risques professionnels, dont le travail de nuit, l'oxyde d'éthylène ou encore les rayons ionisants. Elle a formé 27 militants spécifiquement sur cette question. Ces militants et l'ensemble du réseau CFDT sont là, déployés sur toute la France, est présent en territoire, en région, au plus proche de vous, pour répondre à vos questions et vous accompagner, pour ne plus être seul. La CFDT Santé Sociaux de Moselle, partenaire de cette action, reste disponible. Vous trouverez sur les réseaux sociaux toutes nos coordonnées, mais également sur la table de présentation là-bas, qu'on vous a préparée avec de la documentation. N'hésitez surtout pas à prendre les cartes et les flyers. Il y aura également une retranscription de cette soirée sur les réseaux sociaux, sur Facebook, la CFDT Santé Sociaux. Voilà. J'en profite pour remercier le travail fourni par l'équipe fédérale Santé Sociaux et plus particulièrement pour son service de communication. Aussi, je voudrais saluer l'ensemble, l'engagement historique et précurseur des équipes du Grand Est sur ce dossier. Votre expertise en accident de travail
et maladie professionnelle est précieuse. Alors, j'ai bien entendu Lucien Privé tout à l'heure dire qu'il ne faut pas s'arrêter à un échec. Et également, si on ferme les yeux, on ne peut pas avancer. On en est profondément convaincu. Donc, merci à vous pour toute l'aide que vous apportez au quotidien. Et merci pour votre engagement. Et je vous souhaite à tous et à toutes un bon retour. Après, bien évidemment, le verre de l'amitié que la commune d'Algrange nous fait le plaisir de nous offrir. Merci beaucoup, monsieur le maire d'Algrange, monsieur Patrick Perron. Et merci à toute l'équipe qui vous entoure. Vous êtes au top. Merci à vous. Merci à tous. Oui. Je vais. François. Oui, oui. Ah, oui, je vais le dire, ouais. Je vais juste donner la parole à Madame Nadine Wolf qui veut faire une intervention pour expliquer un peu son association. Ben, je vous remercie pour vos interventions et pour l'invitation. Bon, moi, je suis venue aujourd'hui parce que je suis présidente de l'association Les Dames de Cœur, mais aussi infirmière depuis 40 ans. Et j'ai travaillé de longues années de nuit. Et en 2006, je crois, on en parlait déjà de ce risque du travail de nuit. Et c'est quand ma sœur a eu un cancer du sein à l'âge de 48 ans que je me suis dit, bon, ben, je vais arrêter le travail, les postes. Voilà, mais je suis toujours en activité. Et donc, notre association qui est implantée, dont le siège est à Thionville et qui concerne toutes les personnes suivies en oncologie dans le Nord mosellan, propose des activités physiques adaptées et de bien-être pour les personnes suivies en oncologie et aussi pour les aidants. Et on vient aussi en aide aux structures hospitalières. Et on propose aussi des ateliers, donc être acteur de son parcours, cancer et chimiothérapie et hormonothérapie, cancer et diététique, et cancer et emploi. Donc on est en train de monter en puissance et voilà. Donc c'est intéressant cette conférence aussi avec le questionnaire qu'on va essayer de faire remplir. On a maintenant 12 années d'expérience et là je trouve qu'on monte en puissance par davantage de connaissances de l'association. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ce n'est pas la première fois que je viens à Algrange. On a des ateliers répartis sur le territoire et le Covid avait un peu freiné, voire stoppé certains ateliers, mais on reprend là par davantage d'adhésion. Voilà. Donc, j'ai ramené des flyers et des marque-pages où il y a toutes les activités et puis surtout les coordonnées de l'association. Merci. Merci, Madame la Présidente. Donc, comme a dit François, n'hésitez pas, servez-vous. Il y a le flyer qui explique un peu tout, qui peut être d'origine professionnelle, plus le questionnaire à remplir. Servez-vous, n'hésitez pas. Et comme elle dit, Madame Wolf, parlez-en autour de vous, ça existe, on avance. C'est qu'avec vous qu'on peut avancer. Voilà, il nous faut des cas, il faut avancer. Parole? J'ai oublié de préciser qu'on vient en aide aux personnes, hommes et femmes, hein. Et puis, on n'a pas parlé, il y a aussi les cancers du sein de l'homme. Bon, c'est 1%, mais j'en ai vu lorsque j'étais en libéral, c'était des hommes jeunes. Et le diagnostic est plus tardif. Donc, Bonsoir à tous. Je peux l'habitude. En fait, moi, je me présente, je suis Pamela Terrasson. J'ai ouvert un cabinet privé de dermopigmentation réparatrice. Donc, je suis experte en skin correct. Je reconstruis les aréoles mammaires en trompe-l'œil après une ablation du sein. J'efface les cicatrices, les stigmates de la maladie et les points de radiothérapie. Donc, j'ai mon book et des photos et toutes les infos sur la table là-bas. Si vous avez des questions, je traite aussi toutes sortes de cancers qui laissent des traces et puis je les efface à vie. Voilà. Merci, Pamela. Bon, ben c'est bon. Merci d'être venu. Et puis, au verre de l'amitié.